This. Yes, do it again, do it again, do it again, do it again. This and the other grave goods that we found in the area have given us a reason to date the find. Des réalisateurs stars, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins deux. Alfred Hitchcock et Steven Spielberg. La silhouette de l'anglais est devenue une marque et l'américain a lui signé les plus grands succès de ces 40 dernières années. Des réalisateurs d'abord vus comme des simples faiseurs de divertissement avant d'être placés à l'Olympe du 7e art. Entre le maître du suspense et l'un de ses héritiers les plus directs, on couvre 80 ans de cinéma, du muet jusqu'au blockbuster numérique. Ils ont créé certaines des images les plus emblématiques du cinéma. Les innovations de l'un se retrouvent chez l'autre, et forcément, leur filmographie se recoupe. Quand sortent Les Oiseaux et Les Dents de la Mer, les deux réalisateurs n'en sont pas du tout au même stade de leur carrière. En 1963, Hitchcock est un réalisateur mature, avec déjà près de 50 films au compteur, et Les Oiseaux est peut-être son dernier chef-d'œuvre. A l'inverse, en 1974, Steven Spielberg n'est pas encore un nom connu quand il accepte d'adapter le livre de Peter Benchley pour le grand écran. Un téléfilm seulement sorti en salle en Europe, un film au succès d'estime. Il tourne alors Les Dents de la Mer dans la perspective d'obtenir son passeport définitif pour Hollywood. Mais le maître et l'apprenti d'alors s'attaquent au même sujet. Il nous conte l'histoire d'une petite communauté isolée qui subit les attaques violentes d'animaux, oiseaux et requins. Un postulat de film de monstres, donc, comme on en avait beaucoup dans les années 50. À la différence qu'ici, les monstres ne sont pas le fruit d'une mutation quelconque, mais des animaux normaux, réels. Un détail qui pose déjà la volonté des deux films de terrifier le public en jouant la carte d'un certain réalisme, en écartant le fantastique ou la science-fiction. Chez Alfred Hitchcock, la menace vient du ciel. Chez Steven Spielberg, elle vient des profondeurs. Film de monstres, voire film catastrophe, Les Oiseaux et Les Dents de la Mer mettent donc en scène un groupe de personnages devant lutter contre la menace. Et, dans la construction de ces personnages, de leur caractère et de leurs interactions, Alfred Hitchcock et Steven Spielberg n'ont pas les mêmes approches, les deux films arrivant à des périodes différentes du cinéma américain. Le flic légèrement peureux, le scientifique un peu hippie sur les bords, et le vieux loup de mer irascible, mais finalement attachant, Spielberg donne à ses personnages une humanité héritée du cinéma classique, non loin d'Howard Hawks ou de John Ford. Il se détache ainsi des personnages borderline à la mode dans les années 70, avec le nouvel Hollywood. Hitchcock, à l'inverse, est plus corrosif, avec son héroïne prenant l'initiative face aux personnages masculins, et surtout une galerie de personnages instables, le vernis de la petite communauté sans histoire se morcelle de toutes parts. Avec ce film, comme avec Psychose, Hitchcock anticipe ce que va être le cinéma des années 60 et 70. Que ce soit dans la construction des personnages ou dans les scènes de tension, La Nuit des Morts Vivants devra par exemple énormément aux oiseaux. On a souvent défini Les Dents de la Mer comme le film qui a tiré un trait sur le nouvel Hollywood en instaurant l'ère du divertissement pur et du blockbuster. En résumé, des sujets de série B à qui l'on donne des budgets de série A. La théorie est alléchante, mais la vérité forcément plus complexe. Psychose ou Les Oiseaux sont déjà des séries B qu'un grand auteur vient transformer en films de prestige, transcendant le matériel de base. Et si l'on regarde un peu plus attentivement, Les Dents de la Mer fait bien moins figure de blockbuster que Les Oiseaux. Chez Alfred Hitchcock, la débauche d'effets est impressionnante, avec une montée de l'action et des réactions en chaîne explosives qui auraient leur place dans un blockbuster des années 80. Le triomphe des effets spéciaux, optiques en attendant d'être numériques, n'a pas attendu Star Wars pour éclater. Les Oiseaux en est rempli, avec plus de 350 plans truqués. Préférant tourner en studio, Hitchcock se sert de fond jaune pour incruster ses comédiens sur un décor. Il use de nombreux made paintings ou recompose des plans pour passer d'un extérieur réel à un plateau de tournage sans coupe visible. Et le réalisateur recrute surtout Ub Iwerks, cadre de l'animation. Dans l'ombre de Walt Disney, c'est lui qui a assuré la création graphique de Mickey Mouse avant de développer, dans les années 50, des techniques pour mêler prise de vue réelle et animation. Pour Les Oiseaux, il est en charge de l'incrustation des volatiles agressifs. Le dernier plan du film est par exemple construit à partir de 32 sources différentes.
À côté, avec son requin mécanique qui ne fonctionne pas vraiment, Les Dents de la Mer fait pas le figure niveau haute technologie. Si le film est pensé par ses producteurs David Brown et Richard Zanuck comme une simple déclinaison de films à succès comme La Tour Infernale, Steven Spielberg voit plus loin et va faire des Dents de la Mer un hybride entre deux tendances de l'Hollywood des années 70. Le cinéma américain est à l'époque partagé entre deux types de productions. Le nouvel Hollywood et ses jeunes auteurs, et des films catastrophes de studios à gros budget mis en boîte par des artisans plus ou moins doués. La trame des Dents de la Mer semble ainsi en faire un film catastrophe basique, mais le réalisateur, dans ses choix de tournage, va plutôt suivre la trace de ses comparses du nouvel Hollywood. Comme beaucoup de ses contemporains, Spielberg ne veut pas tourner en studio, il veut du réel. Pas question de tricher en tournant sur un bassin ou un lac. Le tournage va devenir un enfer, le pire que le réalisateur ait enduré, encore aujourd'hui. Les mises en place en pleine mer prennent un temps fou, le moindre changement entraînant des retards de plusieurs heures, le requin mécanique ne fonctionne pas, le planning explose. Les bonnes journées ont ramené 5 plans, les journées normales 1 ou 2, et les mauvaises 0. Le budget double, puis triple, tout comme le temps de tournage, et il est même question de simplement tout stopper pour arrêter les frais. Le jusqu'au-boutisme de Spielberg, le tournage chaotique, les conditions naturelles hostiles, on n'est alors pas loin des expériences dantesques vécues par William Friedkin ou Francis Ford Coppola. Dans une moindre mesure, certes, mais Jaws est bien un vrai film de son époque, plus proche de Sorcerer que de l'aventure du Poséidon ou de la Tour Infernale. On pourrait même voir Sorcerer comme un miroir des Dents de la Mer. Pitch simple et ultra efficace, mais fait du capitalisme à outrance, aventure dépaysante, scènes à la tension extrême, personnages isolés, obligés de collaborer. Les deux films sont les deux faces d'une même pièce, l'une sombre et l'autre plus lumineuse. Ils partagent le même discours, modulé par la personnalité de leur réalisateur. Les Dents de la Mer enterrant le nouvel Hollywood, c'est donc bien plus complexe que cela. Avec ses personnages travaillés comme dans le cinéma classique des années 50, son pitch de film catastrophe de studio, son tournage à la nouvelle Hollywood et son efficacité dans l'action annonçant les années 80, le film est un condensé de plusieurs époques, un pur condensé de cinéma. Si le film de Spielberg peut être vu comme l'avènement d'un nouveau cinéma, ce n'est pas tant sur ses qualités ou volontés intrinsèques que par tout ce qui a entouré le film et son énorme succès. L'utilisation nouvelle de la publicité à la télé, la sortie estivale qui jusque-là n'était pas prisée par les grosses productions, la sortie sur des centaines d'écrans simultanés, alors que la tradition était aux sorties échelonnées, c'est le marketing entourant le film plus que le film lui-même qui va faire entrer Hollywood dans un nouveau cycle. Jaws, rated PG, may be too intense for younger children. Mais ces considérations historiques importent finalement peu face à la force des deux films. Dans la catégorie maître du suspense, les deux réalisateurs sont évidemment deux tauliers, et Les Dents de la Mer est le film de Spielberg qui marche le plus dans les pas d'Hitchcock. Les plans d'ouverture font office de notes d'intention dans la façon dont les réalisateurs vont envisager leur mise en scène. D'un côté, des oiseaux filmés frontalement avec leur piaillement agressif comme seule bande-son. De l'autre, le requin est invisible et les mouvements de caméra font office de vue subjective du prédateur, accompagnés des quelques notes mythiques de John Williams. On voit là la force des grands réalisateurs qui posent en quelques secondes le style de leur film. Dans Les Oiseaux, Hitchcock traite son sujet de manière frontale. L'horreur est à l'image et le réalisateur ne joue que peu la carte de la suggestion. Point des fameuses mélodies de Bernard Herrmann, le compositeur n'est que consultant sur le film, laissant la place au son électronique du duo Oscar Sala-Rémi Gassman. Pas de musique donc, juste un sound design particulièrement efficace, avec les oiseaux à l'écran, comme dans le plan d'ouverture. Dans Jaws, la menace est plus insidieuse, le requin n'est dévoilé que tard dans le film. Avant cela, Spielberg et sa monteuse Verna Fields sont dans la suggestion pure, multipliant les idées pour induire la présence du requin sans la voir à l'écran. Le prédateur reste longtemps dans l'ombre, mais sa présence est forte, comme dans le plan d'ouverture. Les approches sont ainsi différentes, mais pour faire monter la tension, les deux réalisateurs usent des mêmes méthodes théorisées par Hitchcock quand ils distinguent surprise et suspense. People are sitting around a table.
talking about baseball, whatever you like. 5 minutes of it, very dull. Suddenly, a bomb goes off, blows the people. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information, that in 5 minutes' time, that bomb will go off. Now the conversation about baseball becomes very vital because they're saying to you, don't be ridiculous, stop talking about baseball, there's a bomb under there. You've got the audience working. Entre surprise et suspense, Hitchcock et Spielberg ne choisissent pas. Le plus efficace étant d'utiliser les deux. Jumpscare pour mettre des coups de pression brutales, comme un électrochoc au spectateur, ou scène plus longue, dans laquelle la tension grimpe, sur de longues minutes. Dans deux scènes emblématiques de Jaws et The Birds, on voit que le suspense peut être généré par des biais encore très différents, selon le point de vue qu'on adopte. Mélanie attend devant l'école, des corbeaux se posent peu à peu derrière elle. Brody scrute la plage où les vacanciers s'amusent. Les deux scènes durent plusieurs minutes, le spectateur attend l'attaque, la tension grimpe. Dans un cas, comme l'a expliqué Hitchcock, le spectateur a une information que l'héroïne n'a pas, et la scène, alternant entre deux points de vue, resserrant ses cadres, fait monter le suspense autour d'un personnage qui ignore le danger auquel il est exposé. Dans l'autre cas, Spielberg identifie le spectateur à Brody. C'est la foule qui est exposée au danger, pas le héros, et on voit la scène quasi uniquement au travers de son regard, sans autre information. Comme Brody, on sait que le requin peut débarquer à tout moment, et toutes les petites péripéties anecdotiques font grimper la tension. Ce n'est qu'après de longues minutes, juste avant l'attaque, que Spielberg change véritablement de point de vue, et que, comme Hitchcock, il dévoile au spectateur la menace. D'un côté, le spectateur a peur pour le personnage, de l'autre, le spectateur a peur avec le personnage. L'identification n'est pas la même, toutes les nuances du suspense sont exploitées. Mitch. Hitchcock met constamment en danger ses héros pour user leurs nerfs et ceux du spectateur. Spielberg fait lui évoluer le suspense au fur et à mesure de son film. Mise en danger d'une foule anonyme, puis mise en danger d'un collègue ou de la famille du héros, avant d'en arriver, dans le final, à la mise en danger du héros lui-même. On voit là une des principales forces du cinéma de Spielberg, capable de créer une empathie progressive entre un personnage et le public. Le cinéma est une question de point de vue, et quand il s'agit de mener le spectateur par le bout du nez, ces deux réalisateurs n'ont que peu d'équivalent. Alfred Hitchcock, Steven Spielberg et leurs scénaristes donnent à leur film une structure classique de film à suspense. Partant d'un environnement large, une baie, une île, les deux films resserrent leur échelle au fur et à mesure que la tension monte, pour se terminer en quasi huis clos, confinés dans une maison ou dans un bateau au milieu de l'océan. Dans leur finale, les deux films dévoilent leurs différences. Les oiseaux tirent vers le fantastique, la menace des volatiles devient presque surnaturelle, impossible à contrer, et les personnages ne peuvent que tenter de survivre en essayant de ne pas devenir fous. Le découpage d'Hitchcock, choisissant des angles de caméra assez extrêmes, accentue encore la dimension psychologique et fantastique de son sujet. Et quand la violence éclate, le réalisateur la filme comme dans Psychose. Les Dents de la Mer préfèrent lui l'aventure au fantastique. Quand la menace surgit, les personnages peuvent agir, l'affronter directement. Pour son premier gros film, Steven Spielberg a déjà son style bien en place. Souvent plus discret que le maître Hitchcock, mais dont les figures de style sont déjà là. Entrée de chant violente, plan séquence discret, où les valeurs de plan se succèdent sans coupe pour nous conter la scène. Si le suspense domine la majeure partie du film, le final laisse place à l'action, à la lutte entre l'homme et la bête. C'est peut-être en cela que Les Dents de la Mer annoncent les années 80. Dans Les Oiseaux, les personnages sont impuissants, restant dans l'insécurité la plus totale, alors que ceux des Dents de la Mer peuvent se battre et sortir victorieux du combat. Dans le dernier plan des films, les uns reviennent vers leur foyer, alors que les autres ne peuvent que fuir dans l'incertitude.
made you afraid to go in the water. Jaws 2 made you afraid to go back in the water. Jaws 3D was a new dimension in terror. In Jaws 4: The Revenge, it was personal. Then it was just business. Then pure pleasure. Cyber Jaws made you afraid to log on. And Robo Jaws made you afraid of robotic sharks. Then Chief Brody's grandson assembled a super team of shark hunters. Jaws 10, it was man versus shark versus all the terrors of the deep. Outer space, then a prequel, and a sequel to the prequel, and then a new era in terror began. Jaws started a family. Battled a Russian shark named Ivan Sharkovsky, took a bite out of the Big Apple, and learned about love from a mysterious stranger. Jaws 18 Origins, the mind-blowing reboot. Now, the oceans are disappearing, and to save their home, the sharks must attack. Jaws 19. This time, it's really, really personal.